On aura 2 autres tables rondes cet après-midi après le déjeuner, mais avant ça, il y a la remise du prix de thèse de l'INJEP. Et donc, je vais demander à Philippe Dacosta, qui est le président du conseil scientifique et d'orientation de l'INJEP, de rejoindre la scène pour décerner ces prix. Pardon. Merci Sylvain. Et merci à tous les intervenants. Alors, très heureux, avant la pause déjeuner, de procéder à un moment unique, une première, puisque c'est le 2e prix de thèse que nous allons décerner. Mais c'est une première, puisque c'est la première fois que nous allons le remettre à l'occasion des rencontres de l'INJEP. Je voudrais également profiter pour saluer monsieur le directeur de la jeunesse de l'éducation populaire et de la vie associative, cher Thibault de Saint-Paul, et cher Thibault parce qu'il y a un lien très fort entre notre directeur et l'INJEP, vous le savez sans doute, puisqu'il a dirigé notre institut avant que Augustin Vicard n'en prenne la direction. Alors j'ai le plaisir de présider le conseil scientifique et d'orientation. Je remets ce mandat dans quelques semaines, c'est mon 2e mandat, mais j'ai un compagnonnage qui m'a fait parcourir quelques années, en particulier depuis 2008 comme président du conseil d'administration, puis président du CSO, et je suis un témoin direct du cheminement qu'a fait notre institut, cheminement qui l'a renforcé, je le pense, sur à la fois sa dimension scientifique, le regard porté sur la jeunesse, l'ensemble des études qui ont été réalisées depuis de nombreuses années et qui font du CSO un lieu réunissant, à la fois évidemment l'ensemble des équipes sous l'autorité d'Augustin Vicard, l'ensemble des chercheurs, évidemment tous ceux qui portent un regard particulier sur la jeunesse, sur la vie associative, sur le sport, sur, je dirais, tout ce qui fait les liens entre les intergénérations aussi à la vie associative, et puis également les mouvements de jeunesse qui sont présents autour de la table, les associations, et ceci nous permet d'avoir à la fois un accompagnement des travaux et un regard tout particulier sur les défis comme ceux que nous avons partagés ce matin. La question des vulnérabilités, on a tous pris conscience que la notion de vulnérabilité partagée nous impacte tous, quelle que soit notre réalité, et puis cette dimension de polycrise, de multicrise auquel nous avons à faire face, et le thème de cette rencontre nous y conduit. Évidemment, nous avions rêvé avec les équipes de l'INJEP depuis quelques années à l'idée de mettre en place un prix de thèse pour reconnaître 3 grands champs qui nous apparaissent essentiels. Le premier champ, que nous avons d'ailleurs reconnu lors du premier prix de thèse, c'était l'année dernière, à l'issue d'un conseil, nous avions réuni dans un événement qui se tenait à Avenue de France, nous avons remis le premier prix de thèse, et nous étions plus à ce moment-là sur la thématique de la vie associative et de l'éducation populaire. Et ça a été un moment, je crois, où nous avons, je dirais, mis en valeur un certain nombre de travaux par des jeunes chercheurs dans ce champ-là. La thématique que nous allons reconnaître aujourd'hui, qui va être valorisée, va davantage porter sur, et porte évidemment, tout simplement, sur la jeunesse et les politiques de jeunesse. Et puis, pour que vous sachiez tout, nous nous projetons également sur 2024, et là, ça d'autres personnes qui le remettra en 2024. Année Jeux Olympiques, on a forcément un regard particulier sur le sport, et nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Alors, vous dire tout simplement que le jury s'est réuni le 13 octobre pour désigner les lauréats. Nous avons reçu, et c'est intéressant, dans cette salle, il y a sans doute quelques docteurs ou quelques thésards comme je l'ai été, c'est quand même un défi important. 35 thèses, c'est une histoire toujours particulière pour ceux qui sont thésards. Quand on vit cet exercice, on mobilise toutes ses tripes, toute sa pensée et tout son cœur. Et ces 35 thèses, eh bien, nous ont permis d'en discuter 17, puisque le jury était composé de 24 chercheuses et chercheurs, dont 9 membres de l'INJEP. Et nous avons donc, après un regard sur la diversité des méthodologies qui ont été mobilisées, eh bien, fait ce choix qui va vous être maintenant communiqué. J'ai
l'impression d'être très long, donc je vais tout de suite aller sur l'essentiel que vous attendez et qui est donc là où le lauréat de la thèse. Et puis évidemment, nous n'en sommes pas restés qu'à une ou un lauréat. Nous avons choisi aussi de décerner également 2 mentions spéciales à 2 autres thèses que je vais citer. Alors, je vais tout de suite appeler à mes côtés, évidemment, Leslie Fonkern. Vous l'avez compris, c'est donc une lauréate en la personne de Leslie. Et je vais simplement, puisque je vous invite à venir à mes côtés d'abord pour vous remettre le prix, et puis nous poursuivrons après par une petite intervention de votre part. Et donc, je vous remets avec grand plaisir le prix de la thèse de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 2023 pour le titre « Faire, entre parenthèses, avaler la pilule, une sociologie des prescriptions et des usages d'une contraception, entre guillemets, en crise ». Bravo Leslie. Je poursuis et donc je vais appeler cette fois-ci Stéphane Benveniste. Il arrive. Alors, cher Stéphane, c'est aussi avec grand plaisir que je vous remets ce prix qui est décerné avec mention spéciale. Donc, c'est le titre de votre thèse, je le relis. Les grandes écoles au XXe siècle, le chant des élites françaises, reproduction sociale, dynastie, réseau, et qui est soutenu à Aix. Et puis, pour être tout à fait complet, donc je vais vous donner lecture également, mais malheureusement, le lauréat ne peut être présent à nos côtés. Nous avons également décerné une mention spéciale à Paul-Max Morin pour sa thèse qui est intitulée « Leur guerre d'Algérie, enjeux de mémoire dans la socialisation politique des jeunes Français » qui a été soutenue à Sciences Po Paris en 2022. Et on peut, bien entendu, l'applaudir. Je vous invite à... Parfait. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Voilà, je pense qu'il fonctionne. Vous avez un micro, Leslie, si vous voulez bien. Alors, je vais commencer par une question toute simple. Pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique importante de la contraception des jeunes femmes et des femmes? Alors l'idée c'était de remettre en question l'évidence de la contraception orale, donc de la pilule, comme contraception, puisque c'est la contraception la plus utilisée en France. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que si à la fin des années 60, c'était une méthode qui était perçue comme un objet d'émancipation pour les femmes. Près de 50 ans plus tard, donc suite à un scandale sanitaire en 2012, c'est passé d'un objet d'émancipation à un objet de méfiance. Et donc c'est cette contradiction-là qui était intéressante à interroger, sachant aussi que malgré ce scandale-là, ça reste la contraception encore la plus utilisée, malgré une dizaine de méthodes disponibles en France. D'accord, donc vous avez posé votre problématique. Alors, quels sont un peu les principaux résultats auxquels vous êtes arrivés, quelles sont les principales conclusions ou hypothèses de travail que vous avez posées dans ce travail-là? Alors, les résultats, on peut les voir à différents niveaux. D'abord, à un niveau individuel, donc à un niveau microsocial. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la jeunesse étudiée, donc c'était particulièrement les 20-24 ans, parce que les plus concernés par un usage de pilules contraceptives de 3e génération, donc les plus récentes et celles mises en cause dans le scandale sanitaire en question. Et en fait, c'est une jeunesse qui est caractérisée par des fortes mobilités,
donc mobilité professionnelle puisqu'on est entre les études et le premier emploi, mobilité sexuelle quand on n'est pas dans des relations dites installées, mobilité résidentielle aussi quand les femmes sont entre voilà, la résidence parentale et le premier logement indépendant, individuel. Et donc ça pose la question finalement de la compatibilité avec cette méthode contraceptive qui nécessite une observance quotidienne. Et donc voilà, c'est la seule méthode de contraception qui doit être prise tous les jours indépendamment de la fréquence des rapports sexuels. Et puis si on dézoome un petit peu, donc à un niveau plus mésosocial et qu'on regarde un petit peu du côté du système de santé, on se rend compte que selon que les femmes consultent tel ou tel professionnel, elles n'auront pas accès de la même manière à la contraception. Et pareil, selon les structures dans lesquelles elles se rendent, elles auront un accès aussi inégal à la contraception. Pour l'illustrer peut-être très rapidement, on se rend compte que comme les gynécologues sont formés à la pathologie, eh bien, ils ont tendance à prescrire les méthodes contraceptives les plus médicalisées. Et donc, la pilule est au cœur de ce type de méthode-là, tandis que les sages-femmes qui sont formées davantage à la physiologie sont, elles, plus enclines à présenter l'ensemble du panel contraceptif lors des consultations, et y compris donc les méthodes non hormonales. Et en ce qui concerne les structures de santé, on se rend compte que les structures privées, donc qui pratiquent le paiement à l'acte, proposent finalement des consultations qui sont très courtes, donc maximum 20 minutes, au sein desquelles il est très compliqué finalement d'exposer l'ensemble des méthodes disponibles. Et par contraste, les structures de santé publiques, particulièrement celles qui sont habituées à recevoir une patientèle précarisée, proposent des consultations plus longues, donc d'au moins une demi-heure, et donc qui sont plus propices à un choix libre et éclairé, puisqu'on a plus le temps de présenter la contraception. Merci. Vous, c'est une thèse en sociologie que vous avez portée à l'université de Toulouse. Elle fait 740 pages à peu près. 13. 713, voilà. Donc pour la lecture, la question, et ça sera ma dernière, quelles sont un peu les suites pour vous en termes de travaux sur cette thématique-là et ce champ? Est-ce que vous donnez une suite à ce travail universitaire, peut-être d'autres travaux pour poursuivre cette première étape? Alors actuellement, je suis en post-doctorat à Toulouse sur des questions toujours de santé, mais d'inégalité sociale de santé. Donc c'est de la contraception, mais pas que. Donc c'est quelque chose d'un peu plus large. Et sinon, je continue particulièrement à m'intéresser à la question des violences gynécologiques, puisque c'est un des résultats principaux en réalité de la thèse, mais qui est très lié au temps qu'on prend ou pas à demander le consentement en consultation. Et c'est un résultat important qui est apparu dans la thèse, auquel je ne m'attendais pas et que j'ai envie de continuer à creuser. Nul doute que pendant le déjeuner, vous serez assailli de questions ou de thématiques diverses. Alors je me tourne vers vous, Stéphane. Merci à vous, Leslie, pour d'avoir synthétisé vos travaux. On peut l'applaudir, en effet. Alors, Stéphane, vous avez travaillé sur la reproduction des élites en France. On peut dire que le sujet est plus que documenté. Mais alors, très simplement, qu'est-ce que vous avez montré nouveau sur le sujet? C'est ce que, sans doute, l'assistance qui est devant vous souhaiterait entendre de votre voix. Oui. Alors, je dirais que, en fait, il y avait effectivement beaucoup de choses qui étaient connues sur la reproduction sociale des élites et sur les grandes écoles en particulier, notamment les travaux de Pierre Bourdieu, évidemment. Mais il y avait peu d'études quantitatives sur longue période. Et donc moi, ce que j'ai pu... Vous êtes allé redites-le parce que c'est important. Oui, du coup, j'ai collecté des données directement auprès de 12 écoles qui couvrent du coup 400 000 étudiants qui ont été dans 12 de ces très grandes écoles françaises entre 1886 et 2015. Donc sur 130 ans à peu près. Et donc ça couvre 400 000 personnes, donc à peu près une personne sur 250 en fait en France sur la période. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement c'est la pointe de la pointe, et c'est le cas. Ça ne représente pas l'ensemble des dynamiques de reproduction sociale qu'on peut observer dans la société française, mais c'est quand même pas si marginal que ça non plus d'une personne sur 250.
Et en quoi il y a sans doute une dimension plus forte en France qu'ailleurs dans le monde ou en Europe, par exemple? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ce positionnement ou ce particularisme français, et sur quoi est-il fondé? Alors oui, c'est assez spécifique. Enfin, les grandes écoles sont très très spécifiques. Après, on a d'autres endroits où il y a des universités un peu d'élite qui sont un peu séparées du reste de l'ensemble du système d'éducation supérieure, comme le système de l'Ivy League aux États-Unis ou Oxbridge au Royaume-Uni. Mais si on prend d'autres États, c'est vrai que la spécificité des grandes écoles est assez particulière. Après, je réalise que j'ai pas complètement répondu sur la première question, sur quels sont les résultats peut-être principaux. Je sais pas si vous voulez que je poursuive sur ça, mais du coup, ce que je mets en avant, c'est il y a trois choses en éco. Donc, c'est une thèse d'économie, mais avec des sociologues dans le jury. Donc, c'est un peu à la frontière. C'est une thèse interdisciplinaire qui prend une approche historique, donc sur le temps long, et où j'exploite un peu l'information qui est contenue dans les patronymes. Et donc, les thèses en économie sont par article, donc il y a trois sujets distincts. Un premier, c'est je regarde les inégalités d'admission sur le temps long dans ces écoles-là, et on voit qu'avoir un père qui est diplômé d'une des plus grandes écoles françaises offrait pour les gens qui étaient nés au tout début du XXe siècle 150 fois plus de chances d'être admis dans ces mêmes écoles. Et qu'ensuite, cette surreprésentation a été divisée par 2, mais est restée stable en fait. Et donc toutes les personnes nées entre 1916 et 1995 ont en gros 80 fois plus de chances d'admission dans ces très, très grandes écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est original parce que je suis capable de regarder le fait que le père soit diplômé d'une de ces écoles, alors que les travaux précédents exploitaient sur des périodes beaucoup plus courtes, plutôt la catégorie socio-professionnelle du père, et trouvaient que quand on regarde cet indicateur-là, il y avait une ouverture sociale quand même de ces écoles, même si elle était moindre que dans les universités. Donc ça, c'est ce que ça a permis d'étudier. Je regarde aussi le fait que les Parisiens sont très fortement surreprésentés dans les plus grandes écoles, et de plus en plus au cours du XXe siècle. Et on voit qu'en fait, sur la période, ils représentent un tiers à la moitié des diplômés des plus grandes écoles françaises, en fait, les gens qui sont nés à Paris, alors que c'est 5 à 6% de la population. Et dans un deuxième temps, du coup, je regarde, et je vois aussi que c'est multigénérationnel, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir un père dans ces écoles offre davantage de chances de rentrer, mais le fait d'avoir un grand-père ou un arrière-grand-père est aussi associé à une probabilité plus élevée d'accéder à ces écoles. Et en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce que je regarde dans le deuxième chapitre. En fait, ces écoles-là sont celles qui effectivement offrent les meilleurs postes après dans l'administration ou dans les secteurs économiques. Et on voit aussi qu'il y a une sorte de double dividende, c'est-à-dire que les enfants de l'élite à la fois rentrent mieux dans ces écoles-là, mais font mieux aussi de leur diplôme. Donc c'est-à-dire que si on a un père qui était, puisque je regarde les pères, vu que j'utilise le patronyme, un père qui était dans l'élite économique ou politique, ça offre davantage de chances de rentrer aussi dans cette élite économique et politique. Et par exemple, si on est énarque, et que notre père était dans l'élite politique, c'est-à-dire membre de l'exécutif ou parlementaire, on a 40 fois plus de chances d'à son tour avoir une carrière politique d'envergure nationale qu'un autre diplômé de l'ENA. Donc c'est assez considérable. Et dans un troisième volet, on regarde les réseaux qui se forment dans les écoles. Et donc on met ça en lien avec les récipiendaires de la Légion d'honneur. Et on voit qu'être diplômé la même année de la même école que quelqu'un qui est présent au gouvernement offre 61% de chances en plus, à poste égal et à expérience égale, d'obtenir une Légion d'honneur de la part d'une personne de ce gouvernement-là. Par ailleurs, on regarde l'effet sur la valeur boursière des entreprises. Ça arrive aussi aux universitaires. Oui, effectivement. Alors, ça pourrait être des travaux futurs si c'est une suggestion. Une suggestion que vous faites. Alors, je connais pas le. Et issu de l'immigration. Oui. Aussi. Alors, je connais pas les membres du jury nominément, mais si ça se trouve, c'est la raison de. Et une dernière question en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez une suite là précise que vous vouliez maintenant, après avoir soutenu votre thèse de fait assez récemment, quelle est la suite de vos travaux? Alors, je suis aussi en post-doctorat, donc moi à l'Institut national d'études démographiques. Je travaille toujours sur des questions d'inégalité éducative, mais par ailleurs, je développe avec des collègues de l'INED des recherches sur les inégalités de patrimoine, les événements démographiques et le lien entre les événements démographiques et les inégalités de patrimoine. Notamment, en ce moment, on développe une étude
qui regarde l'impact du décès d'un parent dans l'enfance sur la trajectoire de vie et sur les inégalités de patrimoine qui se construisent au cours du cycle de vie. Et on voit effectivement, j'ai d'autres éléments en lien avec, qu'on pourra discuter avec la dame qui est éducatrice à Nanterre, sur la construction des inégalités très tôt dans le cycle de vie. Et effectivement, on sait par exemple que le poids à la naissance est associé à des différences de niveau d'éducation atteint. Donc on sait effectivement que ces inégalités elles se construisent très tôt, et donc c'est un peu ça que je continue à étudier. On peut également vous applaudir. Alors, merci encore à tous les deux. Vous êtes là, je crois, pendant le déjeuner, donc la conversation, les échanges peuvent se poursuivre. Vous avez vu la richesse déjà des 2 thèses qui ont été primées. Il y en a donc 3. Et sur cette journée, le jury en a eu 17. Donc vous imaginez les débats qui ont été passionnants. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous au prix de thèse de l'année prochaine. Et encore bravo à nos 2 lauréats et à notre lauréate du prix de thèse. Bravo à vous 2 et bravo à vous particulièrement, Leslie, de ce prix de thèse 2023.